Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG qui est un peu retombé ces 48 dernières heures. En même temps, on était occupé avec le match contre Al Nasser qui était pas glorieux à part la première mi-temps, mais au rayon du mercato, pas forcément que des bonnes nouvelles. Du coup, dans cette vidéo, on sera pas forcément très positif, plutôt aigri. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon alors, commençons avec le dossier Mbappé où la seule piste concrète est l'Arabie Saoudite. Tous les autres clubs qui ont filtré, évidemment, c'était bidon. Hein. C'est le club qui a fait fuiter ça pour mettre la pression sur le Real et le joueur. Dans tous les cas, il y a quand même une délégation d'Al Hilal qui est arrivée à Paris selon Fabrizio Romano pour convaincre l'entourage du joueur. La proposition, c'est pas 700 millions comme ce qui est sorti dans la presse un petit peu parce que ça s'est élargi à la presse générale et pas que sportive. C'est 200 fixes qui peuvent monter à 700 si Mbappé concède une très large partie, voire la quasi-entièreté de ses droits commerciaux et tout ça à travers les contrats sponsoring. Donc, comme on sait que c'était un dossier très important lors des négociations avec le Real Madrid et le PSG, un dossier, les droits à l'image sur lequel Mbappé était intraitable avec les deux clubs, on peut se dire facilement qu'en réalité 700 millions, c'est un petit peu ce qui tourne, mais s'il y va, c'est 400, 500. Voilà. Bon, après, on sait très bien qu'il n'ira pas, bien sûr. On l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Par contre, je trouve ça assez bizarre, toute la communication des basketteurs, LeBron James, Giannis, Usain Bolt, qui a dit je suis capable de sortir de la retraite pour ça. Enfin, Messi, il y a un mois, il a la même proposition. Pas grand monde en parlait. Voilà. Aujourd'hui, ça y est, il a offert 2 victoires en 2 matchs à l'Inter Miami alors qu'il faisait que de perdre. Bravo à lui. Donc, ces histoires de personnalités qui parlent, bon, si t'es complotiste, tu peux penser que soit c'est Kylian à la manœuvre pour renforcer le storytelling, je vais au Real Madrid parce que je ne suis pas un mercenaire, je dis non à une offre de 700 millions et je quitte le PSG, sans les primes de fidélité. Soit c'est Nasser qui fait parler un petit peu tout le monde pour influencer Mbappé. Évidemment, ça c'est le côté complotiste. Bref, concernant l'Arabie, j'ai eu une petite réflexion. C'est peut-être une réflexion franco-française ou alors euro-centrée, dans la mesure où en fait je me suis dit, il vaut mieux que ça en reste là. Il vaut mieux qu'ils fassent leur offre, que Mbappé la refuse, parce que s'il y va, je pense que ça desservira les deux parties. En fait, dans les deux sens. Dans le sens où Mbappé, vraiment, s'il va en Arabie Saoudite, vis-à-vis de l'opinion publique française, ça c'est certain, et peut-être aussi européen, il a la réputation de mercenaire et tout ça. Voilà, à 24 ans faire ça. Et du côté de l'Arabie Saoudite, du coup, je pense que quand même, ça deviendront un petit peu les ennemis jurés. Et là, jusque-là, c'était un petit peu marrant. Mais quand même, la star mondiale du foot, je me dis, faire filtrer ça dans la presse, les gens en rigolent, voilà, ceux qui suivent le foot tous les 4 ans pour la Coupe du Monde, ils voient passer ça dans leur feed d'actualité Facebook, ils sont contents, ils en rigolent à l'apéro, mais Kylian, je me dis, par rapport à l'Europe, en réalité, vaut mieux faire parler de toi sur l'offre, pas le signer définitivement. Après, bien sûr qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a l'Asie, il y a les États-Unis et tout ça. Bon bref, petite réflexion que j'ai eue un petit peu, que je voulais vous partager. Bon alors, selon Benjamin Quarez, journaliste assez fiable du Parisien, le PSG n'a pas de nouvelles du Real Madrid. Bon, ça en même temps, c'était prévisible. Pérez prend son temps. Ils ont l'habitude de le faire. Sortir en toute fin mercato. Le Real, c'est soit je boucle le dossier avant le 1er juin, Tchouaméni, Bellingham, soit j'arrive en toute fin de mercato et je mets une pression monstre sur le club qui
qui détient le joueur ou pour faire baisser l'indemnité de transfert, Eduardo Camavinga par exemple. Là, bon, je pense que dernière semaine d'août, ils vont se présenter avec une offre, allez, si elle dépasse les 120 millions, c'est le bout du monde. Donc là, se posera quand même beaucoup de questions, à savoir, est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce que 120 millions, sachant qu'on est un club État, bah, est-ce que ça nous fait gagner au change? Est-ce qu'on a le remplaçant derrière sur une semaine à boucler? Donc c'est très compliqué. Et dans tout ça, il y a un scénario que je redoute. Aujourd'hui, Mbappé n'est pas à la prépa de l'équipe. Bon, je suis pas revenu sur le match contre Al Nassr parce que je l'ai loupé, midi 20, on est au boulot. J'ai regardé hier soir, j'ai failli m'endormir, très bon somnifère, notamment la deuxième mi-temps. Comme d'habitude, bon, ce sont un peu les jeunes, hein, Warren, Endour qui se sont montrés. Mais ce qui est flagrant, c'est que en attaque, ça va pas être possible. Même si sans ballon à la perte, c'est vrai qu'il y a des petits mouvements qui sont assez intéressants. Je ne parlerai pas de pressing, mais voilà, on voit les joueurs courir un petit peu, ça fait du bien. Et surtout courir, parfois c'est des séquences qui sont assez intelligentes, qui sont à travailler, on le sent. Par contre, avec ballon, bah voilà, il n'y a aucun automatisme. Marco Asensio, faux numéro 9, ça va 2 minutes. Lemina, bien sûr, s'est montré à son avantage, mais à la finition, il faut qu'il progresse. Et puis Carlos Soler, n'en parlons même pas, même si j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui ton animation offensive c'est très compliqué, je ne parle même pas de ton mercato dans ce secteur, donc Mbappé ne travaille pas avec l'équipe, est tout seul, et en fait ce que je redoute, c'est que là sur le mois d'août, qui est quand même assez chargé, on commence par Lorient, on a Lens, je crois qu'on affronte Lyon à un moment donné, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais j'ai peur d'un Mbappé qui au final au 1er septembre reste parisien, réintègre le groupe, mais entre-temps, tu l'as écarté de ta tournée, le Real est venu trop tard, t'as balancé une offre qu'il faut refuser. Enfin, personnellement, le Real, s'il propose moins de 150, c'est très clair, je refuse. Peu importe si c'est demain ou si c'est le 31 août, moins de 150, je refuse. Vous connaissez ma position sur Mbappé, elle est arrêtée. S'il faut qu'il parte libre, bon, les histoires de Mbappé qui met le club dans la merde financièrement, j'y crois pas du tout en fait. Voilà, pour moi c'est encore une fois les manigances du club dans sa guerre de com, même si bien sûr il y aurait du manque à gagner de Mbappé qui part. Mais bon, je pense que par rapport à toutes les conneries qu'on a fait sur les 5-6 dernières années, à prolonger des joueurs quelconques, à signer des mecs sur 5 ans, par rapport au Covid aussi, les mercatos qu'on s'est permis de faire en pleine période Covid avec toutes les pertes qu'on a eues, je sais pas, enfin je crois qu'on est à plus de 300 millions sur les derniers exercices, et là d'ailleurs dans les calculs du fair play financier, les années Covid vont commencer à sortir, donc forcément on va commencer à s'en remettre petit à petit, donc voilà, c'est trop long à développer, mais personnellement je crois qu'à moitié à cette histoire de Mbappé qui ruine un petit peu les finances du club, même si bien sûr lui donner 80 millions de primes à la fidélité en septembre, bah, ça nous embête parce que ça aurait été 80 qu'on aurait pu mettre sur Bernardo Silva. Mais encore une fois, s'il part libre, augmentation de capital de QSI, et puis voilà, on verra à ce moment-là s'ils sont d'accord. Pareil, ça parle d'une société donc américaine, j'ai plus le nom, pour reprendre les 5 à 15% de capital, avoir un actionnaire minoritaire. À ce qui paraît, ce serait autour de 500-600 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Alors, où est-ce qu'ils iront? Ça, on ne sait pas. Mais on peut penser que ça ira au mercato. Et je rappelle aussi, enfin une partie évidemment, on peut aussi penser au CVC. 133 millions vont rentrer l'année prochaine par rapport donc au fait que la LFP ait cédé une partie de sa société commerciale à un fonds d'investissement luxembourgeois. Donc voilà, tout ça réuni, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Ceux qui me suivent comprendront mon raisonnement. J'y crois pas vraiment. Bon bref, donc je redoute qu'on perde des points sur ce mois d'août en Ligue 1. Et que derrière Mbappé arrive sans avoir fait la préparation et qu'au final, eh ben, on soit au même statut qu'on l'était à la fin de la saison dernière. Avec Messi en moins, ça, il faudra jamais l'oublier, bien évidemment. Bon, il y a autre chose que je trouve bizarre, c'est Arthur Perrault, lendemain de la conférence de presse de Luis Enrique, qui nous balance que le PSG, sur les 80 millions de primes de fidélité, doit en balancer 40 au 31 juillet. C'est assez bizarre parce qu'Arthur Perrault, évidemment, c'est Arthur Perroquet du club. Encore une fois, un beau porte-parole de Nasser. Hein. C'est lui qui a d'ailleurs l'exclusivité du retard de Nasser pour raison d'avion, officiellement, mais pas de manière concrète, lors de la conférence de presse. Et donc le lendemain, il a cet exclu, que le club forcément lui a donné. Mais quel est l'intérêt du club à faire fuiter ça, sachant que cette information est
absolument débile, désastreuse pour le club, parce qu'évidemment, si c'est vrai, si elle est vraie, et personnellement je refuse absolument d'y croire, enfin, c'est pas possible quoi. Tu verses une partie de la prime de fidélité en pleine période mercato, mais le mercato n'est pas fini, donc il peut la prendre et se barrer entre temps. C'est absolument, enfin, c'est pas possible d'y croire. C'est pas possible que ce truc soit vrai en fait. Voilà. Bref, donc voilà un petit peu sur le dossier Mbappé. Bernardo déclaré intransférable par plusieurs sources espagnoles mais aussi portugaises. Abola de tête. Bon, premier point. J'espère que de tous les dossiers qu'on a fait avec George Mendes jusque-là, hein, qui sont à la limite du blanchiment d'argent, j'espère qu'il n'y en a pas qui ont été faits dans le cadre d'un futur transfert de Bernardo Silva qui du coup n'aura pas lieu, pour faire plaisir à George Mendes et faciliter le gros transfert Bernardo. Parce que d'habitude, voilà, quand tu signes un gros joueur, il y a des deals qui gravitent autour, qui sont un petit peu pour faire plaisir à l'agent. Bon bref, j'espère pas. Maintenant, on sait que le joueur voulait venir. Donc dans cette dimension-là, c'est un petit peu un échec, même si pour le Barça l'année dernière, c'était le même cas de figure. Bernardo voulait y aller, sans faire le forcing auprès de Manchester City, qui l'a retenu parce que Pep Guardiola le considère comme intransférable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'où Campos est allé, parce que je ne serais pas ultra critique envers lui sur ce dossier. Alors bien sûr, il y a des critiques qu'on va faire, on va le tabasser sur certains points, mais, on sait qu'il a proposé Verratti Donnarumma. Bon, là tu te dis, Donnarumma à Pep Guardiola qui adore les entraîneurs qui sont bons au pied, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Maintenant, on en sait un petit peu moins sur les offres concrètes financières. À savoir, on sait que Manchester City demandait 80 puis 100 millions pour le faire partir. Peut-être qu'on peut imaginer Campos être allé jusqu'à 60, mais pas plus. Si c'est le cas, je suis content. C'est ce que j'ai prôné. Pour moi, Bernardo, il fallait mettre 60, peut-être des bonus, allez, pour aller jusqu'à 80, parce que c'est vrai que signer un top mondial, on voit ô combien c'est difficile pour le PSG aujourd'hui. Donc, si on en a la possibilité, de toute façon, 20 de plus ou de moins, c'est pas ça qui fait la différence. Voilà. Donc, 60, allez, jusqu'à 80 avec bonus, mais 65 grand max base fixe, c'est ce que je pensais. Je pense que Campos a fait ça. Donc c'est pour ça qu'objectivement, bon, je vois plus Manchester City complètement surévaluer son joueur, et pour moi, il était hors de question de mettre 100 millions, même 80 fixes sur Bernardo Silva, parce que tu les mets sur Barella, qui est plus jeune à l'Inter, je pense qu'ils acceptent. Après, le joueur est très attaché à son club, c'est un Italien, c'est vrai qu'ils sont difficiles à exporter, mais enfin, on a vu Tonali précédemment dans ce mercato, et puis surtout, on sait qu'il touche 5 millions net Barella, donc évidemment, si tu lui proposes de quasiment doubler son salaire, je pense que le garçon y réfléchit par deux fois. Voilà. Bref. Donc d'un côté, on ne surpaye pas Manchester City et tout ça. Objectivement, je pense que la vérité, elle est là. City demandait 80-100 millions, Luis Campos a proposé 60, il n'est pas allé plus loin, et je suis content dans cette dimension-là. Maintenant, les exigences de City un petit peu démesurées, elles étaient prévisibles. Parce que Bernardo, ça fait 3 mercatos qui demandent à partir, 3 mercatos durant lesquels les mecs bloquent complètement son transfert. L'année dernière, je ne suis pas trop au fait du dossier, je me souviens pas très bien, mais je crois que le Barça est quand même allé jusqu'à proposer 50 ou même 60 avec les bonus, ce qui était quand même une belle offre. City n'ont pas démordu. Je crois qu'ils demandaient 70-80. Et ça ne s'est pas fait. Souvent, un deal, quand il y a 10 à 20 millions d'écart, allez, tu les fais sous forme de bonus et c'est terminé. Là, ça fait quand même 2 mercatos qui bloquent. Donc, dès le début de la piste, tu pouvais t'attendre à ce que ça fasse pareil. Donc, c'était très prévisible. Et donc, de ce constat, découle ma critique. Je pense que comme avec Skriniar l'année dernière, on s'est focalisé sur Bernardo et sans plan B. Voilà. Aujourd'hui, on est le 26 juillet. Se rendre compte que Bernardo n'est pas faisable et intransférable selon City, bon, ça fait quand même un peu tard. Sachant que ça fait 4 mois qu'il est dans les médias. Et j'ai envie de dire, en fait, aujourd'hui, quand sur un gros transfert, ça filtre très tôt dans les médias, plus ça filtre tôt, moins il y a de chances que le transfert se réalise. Et avec Bernardo, on est typiquement sur ce cas de figure tout simple. Voilà. Skriniar, rappelez-vous l'année dernière, c'est la piste numéro 1. On peine, à un moment donné au mois d'août, on affronte Monaco, Disasi fait un bon match, alors du coup on s'intéresse à lui, mais on voit qu'il demande 40 millions, 50 millions, ça fait un petit peu trop. Sinon, pas de réel plan B, voilà. Je pense que c'est globalement pareil avec Bernardo Silva.
Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on voulait le faire venir. Pour le faire jouer au poste d'ailier droit ou au poste de milieu. Personnellement, je l'imagine plus nous apporter au poste de milieu. En fait, c'est pas qu'il est pas bon au poste d'ailier droit, c'est que à ce poste-là, je privilégierais un autre profil. Bernardo, sa capacité athlétique au milieu de terrain, en plus de ses capacités de projection techniquement et tout ça, son intelligence situationnelle, voilà, apporterait beaucoup plus à ce secteur du milieu au PSG, alors qu'au poste d'ailier droit, je suis pas sûr que ce soit le profil idéal à faire venir, surtout après avoir recruté Marco Asensio, qui du coup joue dans ce registre, collectionner les ailiers droits gauchers qui repiquent un petit peu dans l'axe, bon, ça va 2 minutes quoi. Il faudrait quand même se trouver la perle rare qui est très bon sans ballon, qui propose derrière la ligne défensive, prend la profondeur et a des qualités dans le dernier tiers de finition et tout ça. Ce qu'est Barcola, bien évidemment, piste très séduisante selon moi. Mais du coup, Barcola, plan B de Bernardo Silva, enfin, on en revient à la même chose en fait. Au PSG, la logique entre les joueurs pistés est quasiment introuvable. C'est-à-dire que le fil directeur, c'est très compliqué quoi. Même sur le dossier des entraîneurs en fait. Voilà, sur le dossier des buteurs, c'est flagrant. Kane, Vlahovic, plan B, Rasmus Højlund, Gonzalo Ramos, Kolo Muani. Voilà, la ligne directrice, elle est très compliquée à trouver. Et donc, c'est pour ça que c'est là où j'en veux un petit peu au club et à Luis Campos, c'est de s'être focalisé sur Bernardo trop tôt, trop longtemps, alors que tout était prévisible, d'avoir été un petit peu naïf. Peut-être, c'est difficile d'employer ce mot, parce que Luis Campos, évidemment, est un professionnel du milieu, alors que nous, on parle comme ça depuis nos chambres. Mais ce que je veux dire, c'est que je lui vois une réelle incapacité à faire des gros deals. Lucas Hernandez, les négociations elles durent 3 jours avec le Bayern, mais c'est Nasser qui les mène. Voilà. Skriniar, à chaque fois c'est Nasser qui reprend. Alors, même si lui aussi du coup c'est échec parce que le 31 août dernier, l'Inter refuse notre ultime offre, mais c'est bien Nasser qui la soumet en fait. Voilà. Harry Kane aujourd'hui, si on a de l'espoir, c'est parce que c'est Nasser à la commande et pas Luis Campos, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais vous faire part de mes petites craintes sur le mercato. Globalement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il manque en priorité 3 joueurs à 3 postes clés avec un critère de classe mondiale qui prend de la place. Évidemment, le numéro 9, l'ailier droit, et un milieu de terrain un petit peu offensif, qui se projette, qui connaît bien le dernier tiers et qui, si possible, a des capacités physiques et ou athlétiques. Voilà, c'est différent parce que Bernardo Silva a des capacités athlétiques mais pas physiques, alors que si tu recrutes un Sergei Milinkovic-Savic, il y a plus des capacités physiques mais pas vraiment athlétiques parce que c'est vrai qu'il est un petit peu nonchalant dans les contre-efforts. Bon bref, dans tous les cas, voilà un petit peu les 3 priorités. Le poste de numéro 9, on l'a loupé l'année dernière, je ne pense pas qu'on le loupera cette année, à voir qui on recrutera. J'ai pas peur dans le sens où, alors Rasmus Højlund, du coup Manchester United a un temps d'avance parce que même si visiblement on propose plus qu'eux en matière de salaire, c'est le club de cœur du joueur et c'est surtout eux qui ont soumis une offre orale à l'Atalanta de 50 millions plus 10 de bonus aujourd'hui, même si l'Atalanta en attend plus 70-80 fixe. Donc là, t'es quand même, voilà, il y a un terrain d'entente à trouver. On va voir si United va réussir, sachant qu'ils ont déjà investi pas mal sur le marché des transferts. Mais c'est une piste qui me séduit, hein, ce petit Danois qui a des qualités techniques un petit peu développées, d'attaquant moderne, capable de prendre la profondeur, de se décaler sur un côté pour repiquer dans l'axe, avec des vraies capacités de finition, même si il n'a pas non plus des statistiques folles. Hein. C'est pas Vlahovic Fiorentina sur les 6 mois avant la signature à la Juventus. C'est même des stats qui peuvent faire un petit peu peur en matière de buts marqués et tout ça, mais c'est quand même un joueur qui participe au jeu et qui est dans un contexte collectif assez différent, on va dire, du PSG en matière de talent et tout ça. Donc voilà. Après, il y a Vlahovic. On sait très bien que quand le dossier Harry Kane sera débouché, le dossier Mbappé aussi, ça va aller très très vite, tout va s'accélérer. Et surtout, en fait, on a notre plan Z, celui qui viendra tout de suite, c'est Gonzalo Ramos. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis, parce que le numéro 9, bon, si à l'extrême limite tu loupes tout, ce qui serait déjà un bel aveu d'échec,
t'aurais quand même Gonzalo Ramos avec Jorge Mendes et puis le Benfica qui sera pas difficile en négociation. On pousse pour Kane. Alors pareil, ça c'est à double tranchant en fait. Nasser, bon, soit il réussit à le faire venir, et si on continue à se focaliser sur Kane encore aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être une ouverture quand même. Donc d'un côté, soit Nasser prend son temps, pousse à fond parce qu'il y a une réelle opportunité, et au final, soit il la réalise et il fait un coup de maître, soit il ne la réalise pas et il nous fait perdre un temps fou sur le mercato parce que derrière, Manchester United nous grille sur Ojlund, le Bayern sur Vlahovic, etc., etc. Le Real aussi qui devrait sortir quand même de sa tanière parce que c'est pas possible de les voir faire la saison avec José Lu. Mais bon, eux, je pense qu'ils bougeront sur Mbappé hein, parce qu'évidemment, s'ils ont un gros recrutement à faire, c'est sur lui. Au milieu de terrain, bon... J'ai perdu espoir en le club. Gabri Veiga, par exemple, ça aurait pu être un plan B à Bernardo Silva à ce poste. Mais rumeur aujourd'hui qui nous dit qu'il devrait plutôt rester au Celta. Alors il y a Barella, tout le monde le cite de manière un petit peu instinctive. Je veux bien que l'Inter soit complètement fauché. Si tu leur fais une offre qui leur convient, ils l'accepteront. Mais le problème, c'est qu'ils ont quand même déjà vendu, je crois, pour plus de 100 millions d'euros cet été. C'est quand même pas mal. Hein, alors Onana pour 50 millions. Il y a un joueur pour 20 millions, j'ai plus le nom. Il y a Brozovic pour une vingtaine à Al Nasser. Et au-delà des ventes, ils ont perdu des joueurs gratuitement. Alors Lukaku, son prêt n'a pas été prolongé. Dzeko, Skriniar aussi, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui étaient présents dans le 11, globalement sur chaque ligne en fait, tout simplement. Donc, Skriniar, même si sur les 6 derniers mois il ne l'avait pas, c'était quand même le capitaine et quelqu'un qui est là depuis... C'est 2017 qu'ils le prennent, donc ça fait quand même du temps, un vrai taulier de l'équipe. Donc les voir se séparer de Barella, autant vous dire que j'y crois pas vraiment, même si c'est vrai qu'en matière de milieu qui se projette bien, qui connaît un petit peu le dernier tiers et qui débroussaille bien la surface, bon, disons que les buts qu'il a mis en Ligue des Champions cette année, c'est sûr qu'il marche en sa faveur. Mais voilà, il y a quand même une réalité aussi qu'il faut accepter. Le poste où j'ai le plus peur, vous l'avez compris, c'est ailier droit. Alors vous me direz... c'est à ce poste-là où il y a la piste la plus concrète, la plus susceptible d'aboutir en la personne de Barcola. Avec les problèmes de Lyon avec la DNCG, le fait que Aulas soit parti, que du coup Textor soit peut-être plus enclin à vendre que ne l'était Aulas avec ses cracks par le passé. Je crois qu'on était intéressé par Aouar à un moment donné, par Ndombele aussi. Donc voilà, bref. Mais j'ai hâte de voir quand même ce que Textor attend en matière de prix en fait sur Barcola, qui est ouvert à l'idée de rejoindre le PSG, donc ça c'est déjà un bon point. Comme je l'ai dit, le profil me plaît, quelqu'un qui connaît bien le dernier tiers, qui fait des efforts sans ballon, que ce soit sur le repli défensif, mais aussi en phase de construction. En fait, c'est très clair. Ce serait, si tu le fais signer, ce serait un des 3 joueurs qui sont capables de proposer dans la profondeur, qui sont capables de jouer sans avoir le ballon dans les pieds, tout simplement. Donc ça témoigne de la pauvreté de l'effectif et puis surtout de ce qu'il apporterait, parce qu'évidemment c'est un profil atypique, surtout à une période où quand même sur les ailes, il y a beaucoup plus d'ailier gauche que d'ailier droit. Et où les ailiers droits sont un petit peu tous formatés gaucher qui repique dans l'axe, qui est assez fin techniquement, style Ryan Cherki, on peut penser aussi à Di Maria, Bernardo Silva. Voilà, donc Barcola, lui, est beaucoup plus vertical, occupe beaucoup plus voilà, le couloir capable de coller la ligne et aussi de se connecter avec son numéro 9. Hein, la relation avec Lacazette, on ne l'oublie pas. Et ça aussi, c'est quand même très intéressant dans la perspective du numéro 9 que tu vas signer. Bref. Donc voilà, c'est un petit peu à ce poste-là où j'ai le plus peur, parce que si on ne fait pas Barcola, qui est-ce qu'on piste en fait? Moussa Diaby est parti à Aston Villa pour 50 plus 10 de bonus. Donc j'ai hâte de voir. En fait, Colomani, Colomani pour le poste d'ailier droit, j'aimais beaucoup la piste. Je dois le dire. Bon, bref. Renato Sanchez, selon RMC Sport, les contacts avec la Roma se sont intensifiés pour un prêt que le PSG veut payant, avec une option d'achat obligatoire ou non. Donc autant vous dire que même si les contacts se sont intensifiés,
Il y a quand même beaucoup de choses qui restent à boucler entre les deux clubs. Maintenant, le joueur fait que de se blesser, bien sûr. C'est vrai aussi que intrinsèquement, sur la liste des indésirables, c'est pas le premier que je ferais partir, mais à un moment donné, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. J'espère juste que le prêt est soit payant et avec une option d'achat quasiment obligatoire, parce que si c'est pour le prêter qu'il revienne la saison prochaine et qu'il aille se blesser avec la Roma, autant le garder et qu'il se blesse avec nous, hein, qu'il ait la qualité des soins du nouveau campus PSG, plutôt que voilà, à la Roma. Bon bref, même si on sait tous que comme les blessures sont un petit peu nerveuses là-haut chez lui, peut-être qu'aller à la Roma où le contexte est plus favorable lui ferait du bien. Voilà. Bon, voilà, c'est pas le premier à faire partir, mais les autres s'accrochent et on en parlera, je pense, demain. Voilà, des indésirables et des critiqués aussi. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup demain, je pense, pour une autre vidéo. Et vendredi midi 20, je crois, il y a match contre Osaka, contre une équipe d'Osaka, je crois. Donc, on débriefera un petit peu. Voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas. J'ai déjà dit, je suis vraiment fatigué en ce moment, les gars. Suivre le rythme du stage et les vidéos, c'est très fatigant. Je mange et je dors. Bref, ciao les amis.